Dis-moi, est-ce que tu as passé une bonne nuit? Peut-être que oui, peut-être que non. Si tu as des problèmes de sommeil, cet épisode va certainement t'intéresser et t'aider à mieux dormir parce que aujourd'hui, je reçois Brigitte Langevin, une spécialiste du sommeil. Elle va expliquer comment développer de bonnes habitudes de sommeil afin que tu saches exactement quoi faire pour améliorer ton sommeil. Et de mon côté, je vais aussi partager ma propre expérience avec mon invitée Brigitte et te présenter des pistes de solutions qu'elle m'a proposées. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que Brigitte va te donner 2 trucs sur lesquels travailler pour retrouver le sommeil. Bienvenue sur Ma qualité de vie, le podcast destiné aux personnes motivées à s'épanouir et à vivre leur meilleure vie. Si vous êtes ici pour la première fois, ça me fait plaisir de vous accueillir dans cet espace où l'on parle de développement personnel, de bien-être et d'épanouissement dans le but d'améliorer la qualité de vie. Alors aujourd'hui, on va parler de sommeil. Mais pourquoi le sommeil? Parce que c'est une composante du bien-être physique et mental. Alors si on pense à la santé mentale, il est certain que si on manque de sommeil, ça a un impact sur l'humeur. Alors on peut être irritable, on peut être de mauvaise humeur. Et quand on pense à la santé physique, eh bien, il est démontré que ça peut avoir une incidence sur les maladies et donc, par exemple, les maladies cardiovasculaires. Dans tous les cas, il est important d'avoir un bon sommeil, de passer une bonne nuit. Parce que si on manque de sommeil, évidemment, ça nuit à notre capacité à accomplir nos tâches quotidiennes. On a du mal à fonctionner parce que on n'est pas reposé et en plus on n'est pas alerte. Alors on voit bien la nécessité de prendre soin de ce sommeil qui est si précieux. Donc pour parler de la question, j'ai une invitée et donc je reçois aujourd'hui une spécialiste du sommeil, donc qui travaille justement à améliorer la qualité du sommeil en éduquant. Et d'ailleurs, son slogan le dit bien, de bonnes habitudes, ça s'apprend. Donc aujourd'hui, mon invité va nous apprendre des bonnes, je pense, des bons gestes, des bonnes habitudes à avoir pour améliorer son sommeil. Et mon invité est l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle Mieux dormir, j'en rêve, et qui présente des stratégies pour mieux dormir, donc des stratégies qui sont adaptées à la femme et à l'homme moderne, parce qu'on sait qu'on a un certain style de vie, un certain mode de vie qui peut aussi avoir un impact sur notre sommeil. Alors, c'est avec plaisir que j'accueille Brigitte Langevin. Bonjour Brigitte. Bonjour Corinne, quelle belle présentation, hein? Là, t'as mis la table merveilleusement bien parce que dormir, c'est vraiment la base de tout. Tu te trompes pas. Bon, ben voilà, donc on part du bon pied. Et donc voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur mon podcast parce que la question du sommeil, ça m'intéresse. Et en préparant cet épisode, je suis allée chercher des statistiques. Je suis allée sur Statistique Canada qui rapporte que d'après une étude de 2018, environ un Canadien sur 4 n'est pas satisfait de son sommeil. Donc, il y a vraiment un problème de qualité du sommeil et c'est assez répandu. J'ai été très, très étonnée de voir que c'est aussi élevé. Et aussi, moi, je fais partie de ces personnes qui ont des problèmes de sommeil. Donc, je vais profiter de l'occasion pour t'expliquer, moi, mon expérience par rapport à ça. Et donc, moi, il y a 2 ans, j'ai commencé ma périménopause. Et un des symptômes, ça a été évidemment les problèmes de sommeil. Moi qui étais une personne qui avait absolument pas de mal à dormir, je dormais comme une bûche, comme on dit. C'était vraiment, même si je devais me lever durant la nuit pour aller aux toilettes et revenir me coucher, je me rendormais en peut-être 2 minutes. J'avais vraiment aucun problème de sommeil. Et je suis finalement arrivée à cette phase de la vie d'une femme où il y a des changements hormonaux et j'ai commencé à faire l'expérience des insomnies, c'est-à-dire que j'ai commencé à me réveiller certaines nuits
autour de 2 heures, 3 heures du matin et je n'étais plus capable de m'endormir, jusqu'au réveil finalement. C'est-à-dire que je pouvais peut-être me rendormir 30 minutes avant que mon réveil sonne. Donc on comprend que c'était pas un sommeil réparateur et c'est quelque chose que dont je fais l'expérience depuis 2 ans. Ça va, ça vient et bon, ben, c'est assez, embêtant parce que des fois ça peut durer, heu, plusieurs nuits d'affilée. Des fois ça peut faire 3 nuits d'affilée et après 3 nuits d'affilée, il est certain que, le niveau de comment dire ça? De capacité à fonctionner, là, il est altéré à partir de ce moment-là. Donc là, je me suis dit: «C'est merveilleux, je reçois Brigitte». Brigitte, toi, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire pour, améliorer, mon sommeil, pour avoir un meilleur sommeil? Très intéressant, Corinne. Merci beaucoup pour ce partage-là. Alors, là, tu dis que ça fait 2 ans, tu es en périménopause, mais moi, je peux te dire que ce que tu vis présentement, on dit un Canadien sur quatre. Moi, je dirais 4 Canadiens sur 4, OK, qui vont se retrouver à un moment donné avec des difficultés d'endormissement, avec des éveils en pleine nuit ou avec un éveil trop matinal le matin puis une incapacité à se rendormir. C'est sûr qu'en périménopause, puis là, je veux pas péter ta bulle, Corinne, mais quand tu vas être ménopausée, ça va être pas mal pire. Moi, je me rappelle, là, c'est là 10 ans, mais je me rappelle encore les 3 premiers mois de. Puis tu sais, tu te dis, ben voyons donc, là, tu sais, OK, je sais même pas encore que je suis ménopausée parce que ça prend 1 an avant de le savoir avec aucune menstruation. Et déjà, mon corps m'avisait que, oups, changement hormonal brutal. Et c'est ça qui est la difficulté chez la femme particulièrement, parce que chez l'homme, l'andropause, ben ça commence à 25 ans, la diminution des hormones, la testostérone, puis c'est vers 50 ans que l'homme finit par se rendre compte qu'il n'est plus le même dormeur qu'auparavant. Mais chez la femme, cette diminution-là se fait très rapidement. Alors oui, tu te retrouves avec une difficulté de sommeil et c'est presque généralisé chez les femmes. La première étape, Corinne, là, c'est d'avoir de l'acceptation et du détachement. OK? Parce qu'on voudrait avoir une petite pilule magique, une stratégie magique, une façon de faire, une façon d'être, mais la première étape, c'est vraiment d'avoir du détachement. Écoute, ça fait partie de la vie de tous les êtres humains. Puis c'est un petit peu le pendant de l'adolescence, où il y a un bouleversement hormonal qui fait que ça se vit pas de la même façon, mais le sommeil est bousculé. Alors, la première étape, d'avoir du détachement, de l'acceptation, puis de se dire qu'il y a une autre nuit. Il y a toujours une autre nuit qui va arriver. C'est ça la bonne nouvelle. Alors là, tu as mentionné dans ton cas que tu es 3 nuits où est-ce que des fois c'est difficile. Et là, tu constates que ça vient impacter sur ta capacité de bien fonctionner. Mais en réalité, moi, ce que j'allais dire, c'est que ta fatigue augmentée a atteint un niveau tellement élevé que finalement, ton cerveau dit, moi, je deviens non fonctionnel. Si tu veux, je vais dormir beaucoup mieux. Alors, quand on commence à être ménopausé, la gestion du stress est différente, dans la périménopause aussi. Et là, ben, notre gestion du stress étant différente, ben, on a le discours intérieur qui cesse pas. Et là, ben ça vient impacter. Hey, j'ai pas bien dormi, puis là, je vais encore pas bien dormir, puis mon Dieu, je suis tellement fatiguée, puis je me sens comme ci, je me sens comme ça. Puis là, ben, tous nos petits bobos, nos petites bébites, nos petits tracas reviennent nous prendre d'assaut au moment où on s'endort ou quand on se réveille la nuit ou trop tôt le matin. Toi, tu te rendors le matin, tu sembles pas avoir le troisième point. Bonne nouvelle. Alors, c'est sûr que il y a plein de choses à revoir, OK? Mais rapidement, OK? L'alimentation. C'est sûr que si on mange un trop gros repas avant d'aller dormir, pas une bonne idée parce que la nuit, ça sert pas à digérer, ça sert à assimiler. Ça, c'est une première étape. Si on veut manger des aliments jouissifs, hein, on a chacun nos aliments jouissifs, mais mangeons-les avant le repas du soir. Alors moi, si je veux manger des chips, si je veux boire du thé glacé, ben parce que c'est mes petits des aliments jouissifs que j'aime bien, mais je vais pas les manger en soirée parce que je sais que ça va impacter sur ma nuit. Alors, je vais les manger, mes aliments jouissifs, plus avant le repas du soir. Fait que l'alimentation, ça fait une différence. Donc, on dit un repas, aller dormir avec un petit creux. Ça fait déjà une différence, OK? Alors, c'est sûr que tu ne veux pas souffrir de la faim, mais un repas léger, composé de fruits et de légumes, d'une petite portion de protéines, parce qu'on l'a pris durant la journée.
Et on en prend pareil le soir, mais en prendre un petit peu moins. Mais favoriser beaucoup les légumes particulièrement. On veut prendre un petit dessert sucré, un petit fruit. Déjà, l'alimentation, ça fait une différence. Bouger. Deuxième point. OK? Puis je te le dis à toi qui est en périménopause, mais ça concerne aussi l'être humain en général. Alors, c'est sûr que si je suis sédentaire, puis tu sais, on l'est la plupart des gens, dans le sens où on se lève le matin, puis on s'assoit pour déjeuner, puis on se lève, puis on s'assoit dans l'auto pour aller travailler, ou si on fait du télétravail, à notre bureau pour travailler, on se lève pour aller manger, on se lève pour aller à la toilette, mais on se rassoit tout le temps. Fait que finalement, on est sédentaire la plupart du temps. Puis si on n'a pas un petit 20 à 30 minutes, 20 minutes, on va dire, 3 fois par semaine, l'idéal à tous les jours, où est-ce que mon cœur, hein, le rythme cardiaque va augmenter? Parce que souvent, les gens disent, oui, mais moi, je fais de l'exercice, Brigitte, je marche autour du bloc. Mais est-ce que ton rythme cardiaque augmente? Non. Pour favoriser du sommeil profond, hein, ce qui fait qu'on perd la carte, ben, ça prend une dépense physiologique. Fait qu'on a déjà ces deux points-là. L'alimentation puis bouger, ça pourrait faire une différence. Je pourrais en rajouter plein d'autres, mais je pense qu'avec tes autres questions, je vais pouvoir y toucher. D'accord. Alors, je pense que moi, le plus grand défi, c'est déjà l'acceptation parce que il faut faire une sorte de petit deuil de mon beau sommeil que j'avais avant et accepter, comme tu dis, hein, parce que moi, j'ai une amie qui est déjà, qui a passé la ménopause et, les nuits, c'est difficile, hein, fait des nuits blanches carrément, hein. Et donc, je sais que ce qui arrive devant sera un plus grand défi que ce que je vis en ce moment. Donc, l'acceptation et l'alimentation, ça va, je suis pas si mal avec ce que tu as mentionné. Moi, j'essaye de me coucher, j'essaye de manger au plus tard à 18h30 ou 19h pour avoir le temps de digérer. Puis, j'essaye de manger des repas légers. Je vais appliquer ta recommandation en ce qui concerne le fait d'avoir moins de protéines, par contre, le soir, parce que ça, c'est pas forcément quelque chose que je fais. Donc, à intégrer dans mes habitudes alimentaires. Et puis, l'activité physique, ce qu'il faut, il me faut plus de régularité parce que il y a des moments où mon, mon niveau d'activité physique baisse. J'essaye d'être assez active parce que moi, j'aime nager, donc j'aime aller faire de la natation, j'aime faire du yoga, je fais du pilates aussi, mais il y a des moments où j'en fais moins, quoi. Et c'est vrai que j'ai constaté que lorsque j'en fais régulièrement, je dors mieux. Donc voilà, je vais mettre en application tes bons conseils et puis pour les personnes qui nous suivent aussi, prenez note hein, de ce que nous a dit Brigitte parce que ça pourrait vous aider. Donc voilà, alors outre la périménopause ou la ménopause, quelles sont les autres conditions qui peuvent affecter le sommeil? Écoute, j'ai juste le goût de compléter. J'aime ça ce que tu as fait. Tu as fait un wrap-up de ce que j'avais dit. Les gens vont se dire, oui, mais c'est combien de temps qu'on doit manger le dernier repas avant d'aller dormir? Parce que en fait, ton dernier repas, il est pris tardivement, OK? À moins que tu te couches à 23 heures, là. Mais généralement, ça prend un minimum de 4 heures de jeûne avant d'aller dormir pour que la digestion, contrairement aux enfants, soit assez avancée. Et pour l'exercice, hein, mais combien de temps on peut en faire avant d'aller dormir? Ben, c'est avant le repas du soir. C'est mieux d'en faire le matin, en après-midi, avant le repas du soir, que d'en faire en soirée parce que ça active les hormones d'éveil. Et là, ça prend un temps fou à t'endormir parce que ton corps doit de nouveau se calmer. Alors, je complète ça. Je réponds à ta question. Écoute, c'est quoi les autres situations qui fait qu'on a des difficultés de sommeil? J'ai le goût de te répondre à la place. Qu'est-ce que ça prend pour bien dormir? Tu vas voir que ça va popper. Alors, ça prend la paix de l'esprit. Fait que le stress, là, c'est sûr que c'est pas un moyen de bien dormir. La paix de l'esprit. Ça prend la paix du cœur. Alors, c'est sûr que si émotivement je suis bousculée, hein, par mon travail, par ma famille, par mes amis, mon amoureux, ça va être difficile de trouver un bon sommeil. Et la paix du corps. Alors, si physiquement, j'ai mal à une épaule, j'ai mal à un genou, j'ai un rhume, j'ai une grippe, alors c'est sûr que ça va venir impacter sur le sommeil. Ça, c'est vraiment, je dis toujours, c'est facile de dormir. Ça prend la paix de l'esprit, la paix du cœur, puis la paix du corps. Mais c'est pas toujours facile à avoir tout ça en même temps. Oui, effectivement, parce que je me pose la question, est-ce que le mode de vie aussi, nos styles de vie un peu erratiques, où on est tout le temps à la course, ça vient impacter justement ces trois éléments-là? Oui, puis ça fait partie du stress en réalité. Alors, quand tu dis
une vie erratique. C'est vrai qu'on est tellement différents, puis c'est ce qui fait l'être humain, hein. On est dans un mouvement qui est pas constant. C'est ce qui fait la beauté de nos vies. Donc, la semaine, c'est la course, go, 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 on veut arriver au travail, on veut être performant. Et la performance, c'est l'élément qui nuit le plus au sommeil. Alors, la personne qui veut dormir, hein, le performant, c'est parfait de jour, là, dans ton travail, dans ton épicerie, dans ton ménage. Mais quand arrive le temps de dormir, si tu mets une pression parce que go, 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 faut que tu dormes parce que tu es rendu là puis tu veux dormir, ça fonctionnera pas. Alors, on a perdu dans nos sociétés cette capacité-là à se détendre, à relaxer. Ce qui fait que souvent même, tu sais, le lundi, tu arrives au bureau, puis les gens se disent Hey, t'as passé une belle fin de semaine, puis on est gêné de dire Hey, moi, en fin de semaine, j'ai siesté et le samedi et le dimanche parce que ça fait comme tu as perdu ton temps en fin de semaine. Alors que parfois, c'est une nécessité. Alors, notre mode de vie dans la performance fait qu'on oublie de prendre le temps de s'arrêter et de profiter de ce temps-là qui est nécessaire pour permettre à mon cerveau qui fonctionne en ondes électriques très, très rapides, de pouvoir commencer à se détendre parce que plus les ondes électriques sont lentes, plus mon cerveau est détendu, plus je vais ressentir la mélatonine être sécrétée, plus je vais ressentir mes signaux, mon bâillement, mon petit frisson, et je vais pouvoir aller dormir. Alors, c'est sûr que oui, dans nos sociétés très performantes, on a perdu de vue que la détente, c'est un prérequis pour arriver à bien dormir. Oui, j'aime bien ce que tu dis parce que j'ai fait d'autres recherches de statistiques. Toujours, ben, c'est avec l'Agence de la santé publique du Canada qui dit que en matière de qualité du sommeil, il y a un adulte sur deux qui a de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, un adulte sur cinq qui juge que son sommeil n'est pas réparateur et un adulte sur trois a de la difficulté à demeurer éveillé pendant les heures d'éveil. Donc, visiblement, il y a une dette de sommeil. Hein. Et là, tu as parlé de la sieste. Là, je me demande, est-ce que la sieste est un bon moyen de rattraper une dette de sommeil, par exemple? Oui, c'en est un. Écoute, il y a tellement de matériel dans ce que tu m'annonces, dans tes retours que tu as fait, c'est vraiment intéressant. Puis ça fluctue. OK? Tu sais, comme moi, en fin de semaine, j'étais sur un terrain de camping, sur le bord de l'eau. Je peux tout te dire que mon sommeil était optimal. J'ai dormi plus que d'habitude. Je suis revenue chez moi et là, lundi matin, oups, là, tout ce que j'ai à faire se met en place. Puis là, ben, je dors un petit peu moins bien. J'étais réveillée un petit peu plus tôt. Puis un élément pour éviter la fameuse dette de sommeil, hein, c'est quoi une dette de sommeil? En fait, c'est une fatigue qui s'accumule. Elle s'accumule tellement qu'elle finit par prendre de l'énergie que je n'ai pas. Hein, j'aime ça comparer le sommeil à un cellulaire. J'aime ça. Ah, j'ai mon cellulaire ici avec moi. Lui, là, c'est une gestion d'énergie, hein. Le sommeil, c'est une gestion d'énergie. Alors, mon cellulaire, quand il tombe à 15 il va biper. Puis à zéro, il tombe mort. Moi, à 15 de mon niveau d'énergie, que j'atteins pas au même moment à différents jours de la semaine, ben, je vais commencer à biper un peu. C'est-à-dire que je vais avoir des signaux qui vont m'aviser que je suis fatiguée. Mais si je fais rien, si je décide, hey, on est vendredi soir, j'ai ma semaine dans le corps, mais j'ai une amie qui vient de m'appeler, puis elle me dit, hey, on va-tu bambocher, puis manger au restaurant, puis aller se promener sur la rue, il fait beau, on est à Montréal. Puis que je dis oui, puis que j'ignore mes signaux de fatigue, ben je vais pas en marchant tout d'un coup ou en mangeant tout d'un coup tomber endormie dans mon assiette ou sur la rue parce que je vais pas tomber morte, hein. Comme mon cellulaire, lui, la pile tombe à plat. Moi, ma pile ne tombera pas à plat. C'est sûr qu'il y a un prix à payer, là. À la fatigue s'accumule. Si je suis fragile à la maladie, je peux tomber malade. Et puis là, ben, fragile à la maladie, c'est pas une fois qu'on tombe malade, il faut s'entendre, là. Alors, et à un moment donné, eh bien, ça va plus dans ma vie, comme tu disais, après 3 jours, toi, là, t'es plus fonctionnel. Alors, la fatigue s'accumule, puis à un moment donné, la dette de sommeil éclate. Puis quand la dette de sommeil éclate, ben, ça marche plus. Je mets du temps à m'endormir. Ce que tu as nommé tantôt, les statistiques. Je mets du temps à m'endormir, je suis réveillée la nuit, j'ai de la misère à me rendormir, je me réveille trop tôt le matin, j'ai de la difficulté à dormir selon mon besoin. Il y a un antidote.
à la dette de sommeil. C'est pas compliqué, là. Un antidote qui est de passer plus de temps au lit. Et là, au Bon, début, tu ne dors pas, là, OK? Ou tu ne fais que dormir, OK? Il y a des adultes qui sont là. Hein? OK, c'est juste ça. Puis, tu sais, si tu veux vraiment corriger ta dette de sommeil, tu peux être au lit 50% de temps de plus que qu'est-ce que tu fais habituellement. Alors, si tu dis, moi, je passe 8 heures au lit généralement, mais j'en dors juste 5 ou juste 4 parce que je suis stressée ces temps-ci. Alors, je veux faire une cure de sommeil, je veux effacer ma dette de sommeil, ben, je vais rester 12 heures au lit. Hey, c'est sûr que si tu es un parent qui a des jeunes enfants, ça te prend de la relève. Ou même des fois, je dis aux parents, aux adultes, va dormir ailleurs. Alors, moi, écoute, j'aimais à l'époque, avant le COVID, aller dans le sud une semaine de temps avant le temps des fêtes, où est-ce que le corps est fatigué, où est-ce que j'allais dormir une fois et demie mon besoin en sommeil. C'est sûr que les 3 premières nuits, hey, je te dormais ça, toi, puis tu sais, j'étais en paix, mes repas étaient faits, j'avais juste à vivre le plaisir, là, comme un enfant. Alors, pas de préoccupation, toutes mes choses étaient, je savais que des gens s'en occupaient au Québec et moi, je suis dans le sud puis je me repose, mais on peut aller dans un monastère, on peut aller chez une amie, il y a d'autres moyens là, que de faire ça. Et on va pendant au moins 3 jours dormir 50% de plus, être au lit 50% de temps de plus. Et si je dors pas, j'ai pas de livre, j'ai pas de cellulaire, j'ai pas de télé, et j'ai pas de partenaire qui est dans mon lit en même temps parce que je veux récupérer. Et c'est souvent les gens disent c'est magique, mais il n'y a pas de magie là-dedans. J'ai mis tous mes sens au repos et à ce moment-là, ben la récupération peut se faire. Il y a beaucoup moins de cortisol dans le corps parce que le cerveau s'adapte à la fatigue, donc il va envoyer du cortisol de jour pour manifester, de dire écoute, je t'envoie des signaux de fatigue, mais tu vas pas dormir. Alors moi, je m'adapte. À la neuroplasticité, je m'adapte. Alors, du cortisol, du cortisol, du cortisol. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Ben, tu as de la misère à dormir parce qu'il y a trop d'agitation à l'intérieur de toi. Alors, ce temps-là, passé supplémentaire au lit, et si je peux en plus faire de l'exercice dans la journée, si je peux me permettre ça, un petit 20 à 30 minutes de marche rapide. Ça prend pas grand-chose, là, juste pour dire que mon cœur augmente. Si je suis dans à l'hôtel, il y a une piscine, quelques longueurs aussi, juste pour que mon cœur pompe un petit peu plus pendant 20 minutes, pas plus que ça. Et il n'y a pas de magie, ça va pas se régler en 24 heures. Ça prend parfois de 3 à 7 jours. Et moi, quand je reviens, au bout d'une semaine, maintenant, je peux le faire chez moi, j'ai plus d'enfants à la maison, je vis pas avec mon copain. Donc, je peux de chez moi me permettre ce temps-là de récupération pour être capable de pouvoir être fonctionnel. Et là, je t'entends penser, ou toi ou les auditeurs, c'est que là, on dit oui, oui, mais une fois par année, moi, je suis souvent fatiguée. Mais on peut le faire la fin de semaine. Alors, si je suis un couche-tôt, lève-tôt, ce qui est mon cas à moi, alors pour récupérer, je me couche 2 heures plus tôt. Ah, j'ai une grosse semaine, je veux profiter de mon week-end, ben, le vendredi soir, c'est un choix personnel. Au lieu de me coucher à 22h30, je vais me coucher à 20h30. Je vais me lever à 7 heures. Moi, c'est 22h30, 7 heures mon horaire. Si tu es un couche-tard, lève-tard, ben, tu vas faire l'inverse. Ton 2 heures supplémentaires au lit, tu vas le prendre le matin. Alors, au lieu de te lever à 8h30, ben, tu vas peut-être te lever à 10h30. Tu vas peut-être coucher à la même heure. Et comme ça, on peut récupérer la fatigue accumulée, effacer la dette de sommeil parce que souvent des adultes, des parents ou des adultes me disent, oui, mais Brigitte, ça fait 20 ans que je suis en dette de sommeil. Ben, ça prend une semaine à effacer. Ça fait 3 mois que tu es en dette de sommeil. Ben, ça prend maximum une semaine à effacer, peut-être un petit peu moins. Le corps se régénère tellement rapidement. Dès qu'on le met au repos, c'est incroyable comment on récupère. mais c'est formidable tout ça parce que bon, bah, ce que je garde en tête, c'est que si on a une dette de sommeil, il faut essayer de dormir 50% plus. Il faut se trouver un cadre qui est propice au repos. Et puis, il faut bouger un petit peu là pour faire pomper le cœur, comme tu dis. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça ne prend que quelques jours finalement pour attraper plusieurs semaines, mois ou années de dette de sommeil. Donc, c'est quelque chose qui est accessible, qu'on peut faire soi-même sans se prendre la tête finalement. Et c'est ce que je trouve bien, la simplicité de la solution. Donc, j'aime bien tout ce que tu as mentionné et on parle souvent aussi du nombre d'heures moyen.
qu'un adulte doit dormir. Donc j'ai continué mes petites, recherches et l'Agence de la santé publique du Canada recommande 7 heures à 9 heures de sommeil chez les adultes de 18 à 64 ans et 7 heures à 8 heures de sommeil chez les 65 ans et plus. Alors, c'est présenté comme une sorte de formule. Est-ce que ça s'applique à tout le monde sans distinction ou est-ce qu'on doit être à l'écoute de son corps? Parce que dans ce que tu as mentionné précédemment, tu as parlé un petit peu des signes que ton corps te donne. Alors, est-ce que il faut essayer de faire de la distinction dans ces recommandations? En fait, c'est que les recommandations, c'est le temps moyen. Si on prend, mettons, chez les femmes, le type de chaussure, hein, la pointure moyenne, c'est entre 7 et 8. Hein, là, c'est pas européen, là, je sais pas, je pense que c'est 37, 38. Alors, ce que fait l'Agence canadienne, dans le fond, c'est qu'il nous donne des pistes en disant que le dormeur moyen a besoin de temps. Mais c'est pas le cas de tout le monde. On a des courts dormeurs, on a les moyens dormeurs pour qui ça correspond, puis on a les longs dormeurs. Les longs dormeurs, là, c'est un stress pour eux parce que là, ils pensent qu'ils sont paresseux, qu'ils ont un problème de santé, qui sont pas, qui sont brisés souvent, il y a bien des gens qui pensent qu'ils sont brisés, alors qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de tolérance à la fatigue, puis ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil. Alors, je les appelle les dormeurs du type Einstein. Einstein était un long dormeur, puis il était intelligent, là, il a laissé une marque dans le monde avec ses recherches et tout ça, mais c'était un long dormeur. Alors, puis souvent, on n'est pas à parier, hein, tu sais, je veux dire, on est avec un partenaire de vie qui est un long dormeur, puis toi, tu es un court dormeur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un amoureux qui est un long dormeur, puis essayer de me suivre, de suivre mon rythme. Oublie ça, il est devenu vert. Tu sais, il était pas fonctionnel, il était marabout, il était souvent malade. Puis il dit, mais pourquoi? Mais parce que tu réponds pas à ton besoin. Ton besoin à toi, c'est quoi? Puis comment on fait pour le découvrir? Mais c'est en vacances. En vacances, là, tu regardes pas l'heure. C'est tough, là, des fois, ceux qui aiment beaucoup regarder l'heure. Tu vas te coucher quand tu sens que tu es fatigué. Tu dis, ah, il me semble, là, j'ai un petit train qui passe, je vais aller me coucher. Puis le matin, là, c'est le fun d'avoir une pièce assez obscure. Moi, la mienne est très obscure, quitte à dormir avec un loup, là, qui te cache la luminosité. Et tu te demandes, est-ce que j'ai assez dormi? Tu fais ça pendant 4, 5 jours, puis tu regardes l'heure à laquelle tu t'es couché, OK, que tu sens que tu es fatigué. Ah, mon Dieu, il est 8h30 ce soir. Ah, là, t'en fais abstraction. Et tu te réveilles le matin, puis tu te dis, hey, je me suis levée à 7h30, finalement, je me sentais reposée. Alors, tu laisses passer 2, 3 jours parce que tu as peut-être une dette de sommeil, puis rendu à la quatrième, cinquième journée, tu vas voir c'est quoi ton réel besoin. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent leurs réels besoins, qui savent qu'ils sont des dormeurs de 9, 10 heures, mais bon, le travail, la famille, les activités, les amis font en sorte qu'on ne suit pas nos besoins. Puis on a les petits dormeurs, les types Grégory Charles, qui, de ce monde, OK, ont très peu besoin de sommeil. Puis c'est pas parce qu'il est un extraterrestre, parce qu'il mange très bien, parce qu'il prend pas d'alcool, parce que, c'est dans sa nature à lui. Il est venu au monde comme ça. C'est comme des empreintes digitales. Alors lui, c'est un petit dormeur, puis j'ai lu un petit peu sa biographie. Et avant d'avoir un bébé, même s'il y avait sa copine, sa femme avec lui, je pense qu'ils partageaient même pas la même maison ou la même chambre. Parce que lui, il a besoin, hein, puis là, il joue de la musique, puis là, ben, il voulait pratiquer ses morceaux, créer le matin. C'est un très bon moment pour créer. Pour les lève-tôt, bien entendu. Pour les couche-tard, lève-tard, c'est plus le soir. Alors, si j'essaie de suivre le rythme de Grégory Charles, moi, Brigitte Langevin, je tombe au combat. Je vais pas dormir assis. Moi aussi. C'est ça. Oh oui. Alors, donc, faut reconnaître. Puis là, moi, je suis ménopausée, ça fait 10 ans et j'ai besoin de plus de sommeil. Puis je trouve ça plate. Hein, avant, moi, j'étais dormeur moyen, mais vers le petit dormeur, 6, 7 heures, c'était suffisant. Puis j'étais fonctionnelle, jamais malade. Tu sais, tu le vois que la personne, dans son état général, au fil des jours, des semaines et des années, qu'elle répond à son besoin. Puis aujourd'hui, ben, j'ai besoin d'un plus un 8, 9 heures. Puis j'ai de la difficulté à me le donner tout le temps. Puis là, ben, comme on nommait tantôt, c'est d'accepter. Mon besoin a changé. Puis si je suis malade, ben, je dors encore plus. Puis des fois, ben, je dors moins bien. Alors, j'ai de la frustration. Donc, si on n'accorde pas d'importance ponctuellement, parce que ça peut fluctuer dans le temps, et aussi qui je suis, hein, les nouveaux parents qui dormaient 9, 10 heures, puis que là, ils en dorment 4, 5,
la maman, la postpartum la guette beaucoup plus rapidement qu'une autre maman qui avait déjà une tendance à dormir beaucoup moins. Alors, oui, ce sont des points repères intéressants, mais il faut faire attention parce que dans notre société de performance, il y a beaucoup d'individus qui voudraient se laisser croire qu'ils sont de courts dormeurs et qui se croient des héros à ne pas dormir beaucoup, puis qui deviennent des zéros parce qu'à un moment donné, ils piquent du nez. Hein. Soit ils tombent malades, soit ils font une dépression, soit ils font un burn-out. Puis ben, émotionnellement, ils sont difficiles à vivre aussi, ils sont souvent grognons, donc les relations sont pas le fun. Alors de là, le zéro. Donc, faut être vigilant, là. Faut pas suivre ce que la société nous demande. Faut plutôt aller ressentir ce que notre corps demande. Donc il faut apprendre à se connaître et il faut être à l'écoute des signes de notre corps et il faut avoir aussi une capacité d'adaptation quand on passe par des phases de changement, comme tu disais, pour les nouveaux parents ou quand on atteint un certain âge, vu que le sommeil change avec l'âge. Donc avoir cette capacité-là de s'ajuster pour être capable de finalement avoir un meilleur sommeil. Donc, je me posais aussi comme question. Attends-moi, Corinne, j'ai le goût de rebondir parce que là, dans tes études, ça disait que chez les personnes de 65 ans et plus, ils dorment un petit peu moins. Alors, je suis pas gênée, je vais dire mon âge, là. J'ai 59 ans et demi, là, et j'approche la soixantaine, et moi, je dors plus. Comment ça se fait? OK? C'est parce que je demande plus d'énergie à mon corps, qu'il y a moins d'habileté à y répondre, parce que je suis toujours très active sur le plan physique, très active sur le plan cognitif, très active aussi sur le plan émotionnel, à prendre soin. Alors, c'est pas vrai qu'en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil. Mais si je bouge pas, si mon cerveau travaille moins parce que je suis branchée devant la télé. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, je risque que souvent, les personnes âgées se couchent beaucoup trop tôt parce qu'ils font des siestes l'après-midi qui durent beaucoup trop longtemps. Et finalement, ben, ils sont réveillés à 2, 3 heures du matin parce qu'ils ont leur quota de sommeil. Puis là, ils s'imaginent qu'ils ont des problèmes de sommeil parce qu'ils sont réveillés trop tôt, alors qu'en réalité, ben, comme ils bougent pas assez, autant sur le plan physique que sur le plan cognitif, ben, ils tirent pas autant d'énergie. Hein? Le sommeil, c'est une gestion d'énergie. À ce moment-là, ils se retrouvent avec un horaire déphasé en étant couchés beaucoup trop tôt et en se levant aussi en étant réveillés beaucoup trop tôt. Puis là, tantôt, tu m'as parlé de la sieste. Ah, tu dis tellement de choses que puis là, je me suis dit, OK, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Est-ce que la sieste, c'est bon pour récupérer? Hein, tantôt, j'ai dit comment on fait, on récupère d'une dette de sommeil, puis j'ai pas parlé de la sieste. En fait, ben oui, la sieste, c'est aidant, puis même de façon ponctuelle. Je me rappelle à une époque où est-ce que je travaillais 70, 80 heures par semaine, que je dormais des fois moins de 6 heures. J'avais une alimentation qui était optimale, mais pas en tout temps. Alors, si je faisais pas de sieste, je passais pas au travers. Mais comment faire des siestes récupératrices qui vont pas nuire à ton sommeil? Ça, c'est important. Donc, une sieste, c'est pas 45 minutes, 1 heure et demie de sommeil. C'est entre 10 et 20 minutes. Alors, 15 minutes maximum, 10 et 20 minutes. Alors, est-ce que je pars en sommeil lent profond, c'est-à-dire que j'entends pas ce qui se passe autour de moi? Non. Je reste en sommeil léger. Et ça, souvent, les gens sont insatisfaits. De dire, oui, mais là, moi, je me suis pas reposée, j'ai entendu, moi, je faisais beaucoup de siestes dans ma voiture, j'ai voyagé beaucoup, les conférences, les formations, et j'arrivais, des fois, je faisais 3 siestes par jour, une le matin, une après le repas du dîner, puis une avant d'entrer en conférence parce que je savais que j'avais 2, 3 heures de route, puis je voulais bousculer mon sommeil pour pas tomber endormi à mon heure habituelle. Donc, être capable de m'endormir plus tard. Donc, la sieste, ça doit être fait vraiment avant 14 heures. Donc, on a tous, après le repas du midi, qu'on mange ou pas, une baisse de vigilance, une baisse de température. Et hein, le 2 tiers de la planète, je sais pas, peut-être le tiers de la planète, là, fait des siestes en après-midi. Mais nous, les Nord-Américains, trop performants, on n'est pas pour faire de sieste. Alors, on a le droit à ce temps d'arrêt-là. Ou est-ce qu'on va s'appuyer la tête, hein, juste mettre les bras comme ci, en arrière, arrêter l'ordinateur, arrêter la musique, tourner le cellulaire et où on va fermer les yeux. Alors, ça paraît pas là, mais c'est par mes yeux que on capte le plus d'informations sensorielles et c'est par le visuel qu'on tire le plus d'énergie. Donc, si, hein, présentement, on a des auditeurs qui nous écoutent, alors si on n'est pas en visuel avec vous, puis même si on est en visuel,
Pour le restant là, de la rencontre, fermez les yeux. Vous allez voir qu'il y a un repos qui se fait pendant ce temps-là. C'est encore une fois, les gens disent que c'est de la magie, mais c'est pas de la magie, c'est vraiment physiologique. Et on veut pas dormir, hein. La personne qui dort, fait une sieste d'1 heure et demie, elle se réveille puis elle est claquée parce qu'elle a trop dormi. Trop dormi, c'est pas mieux que pas assez dormir. Puis elle vient nuire à son sommeil le soir. Alors, elle va mettre du temps à s'endormir parce que dans la journée, elle aura trop dormi. Donc, courte sieste avant 14 heures. Mettez-vous un cadran, de préférence pas dans le lit. Si c'est dans le lit, transversal pour pas que le corps reconnaisse. Sinon, juste un sofa où on s'appuie la tête, hein, c'est important d'avoir la tête appuyée pour se laisser aller. Et vraiment, ça fait du bien. Ben, merci pour cette précision parce que justement, je me demandais, la sieste, ça dure combien de temps? C'est pas 1 heure, c'est pas 1 heure et demie. Tu viens de préciser que c'est entre 15 et 20 minutes. Et ça, c'est important de le savoir. Dans le fond, on s'assoupit un peu, mais on ne s'endort pas complètement. Ça fait une grosse différence parce que effectivement, les fois où j'accepte de faire une sieste, parce que moi aussi, je suis un peu dans la performance et des fois, je ne me donne pas le temps de m'arrêter pour me reposer. Sauf que lorsque je m'arrête pour faire une sieste, c'est parce que je suis complètement claquée. C'est-à-dire que je me suis poussée tellement que finalement, j'ai plus d'autre choix que de m'arrêter puis de dormir. Mais là, c'est de longues siestes. Et quand je me réveille, je me sens pas forcément très, très bien. Euh, je me sens pas en forme. J'ai pas le sentiment que je me sens pas dynamique. Je me sens amorphe en fait. Donc je suis vraiment contente que tu aies précisé ça parce que au moins ça va me permettre de m'ajuster par rapport à ça. Et j'aime bien aussi l'idée de fermer les yeux parce que on est tellement stimulé. L'environnement dans lequel on est très stimulant. Et c'est vrai que j'ai jamais essayé, mais je vais l'essayer ça. Euh, de prendre un moment juste pour fermer les yeux, puis essayer juste de s'arrêter comme ça quelques minutes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu dis que les personnes qui l'essayent te disent que c'est magique, donc je suis pressée d'en faire l'essai. C'est magique, mais en même temps, excuse-moi, je te coupe encore, c'est magique, mais en même temps, il faut pratiquer. Pratiquer, 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 pratiquer. Aujourd'hui, moi, je suis une championne des siestes. Et même, je pars en sommeil lent profond, des fois, j'ai un filet de bave, là, OK, là, je pars, là, puis moi, je mets plus de sonnerie, rien, je suis dans ma voiture, je baisse le siège, j'ai des sièges chauffants. Moi, j'achète des sièges chauffants avec une voiture autour parce que c'est important d'être confortable. Je baisse le siège, puis là, je me le dis, j'ai 12 minutes devant moi. Puis j'ai comme, au bout de 12 minutes, on dirait que quelqu'un, puis je suis toute seule dans l'auto, vient me brasser. Puis là, j'ouvre les yeux. Une fois, j'ai un filet de bave parce que j'ai développé la compétence d'être capable de rentrer en mode récupération tellement rapidement. Puis là, ben, comme j'ai pas trop dormi, mon corps est pas parti, mon cerveau en sommeil lent profond. Hey, je sais vraiment, là, je, j'ai su ça un peu, là, puis je suis optimale. Donc il faut s'exercer hein, à récupérer son sommeil par des petites siestes comme ça, avant 14 heures, tu as bien précisé. Moi, je les faisais toujours après 14 heures. Moi, je faisais tout de travers en fait. Donc j'apprends beaucoup avec toi aujourd'hui. Et je me demandais aussi, on entend parler de troubles du sommeil. Est-ce que le trouble du sommeil, c'est lié à nos habitudes de vie ou est-ce que, qu'est-ce que c'est en fait un trouble du sommeil? En fait, il y a des troubles du sommeil, souvent, c'est, je pourrais dire comme à l'extérieur du sommeil. En fait, c'est la personne qui va faire de l'apnée du sommeil, la personne qui va faire du somnambulisme, la personne qui fait de l'insomnie. Tantôt, on l'a vu, là, il y a trois formes d'insomnie. Donc, mettre du temps à s'endormir le soir, se réveiller la nuit, ne pas se rendormir, ou se réveiller trop tôt puis ne pas se rendormir. Alors ça, c'est vraiment de l'insomnie. Puis bon, une fois de temps en temps, on en fait, c'est pas grave. Quand ça devient chronique, et là, on a un trouble du sommeil. Mais il y a la narcolepsie, il y a tantôt le ronflement, là, ceux qui font des apnées du sommeil, qui ont des gros ronflements, puis qui se réveillent le matin après avoir fait une cure de sommeil. Hein, je vais suivre ce que Brigitte a dit, on va faire une cure de sommeil. Ils sont toujours aussi fatigués. Il faut investiguer un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui fait que mon sommeil en fait que après avoir dormi 6, 7, 8, 9 heures de sommeil, selon mon besoin, je me sente pas, puis après l'avoir fait quelques jours, je me sens pas aussi bien reposée. Et là, ben, il faut en parler à son médecin de famille, qui va sans doute nous référer à une clinique du sommeil, soit en privé, soit dans un hôpital de notre région, pour aller investiguer qu'est-ce qu'il y a. Hein, il y a le syndrome des jambes sans repos.
que les femmes sont particulièrement touchées. Les femmes enceintes, les femmes qui vieillissent. Les hommes, c'est plus les spasmes. Tu sais, ils prennent du café, puis ils prennent des excitants, puis les femmes aussi, là, mais ça se manifeste différemment dans le corps. Alors ça, c'est quand on est rendu là, c'est sûr que notre mode de vie, il est pour quelque chose. Hein, moi, j'aime le thé glacé. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends encore du thé glacé? Presque pas. Alors, encore une acceptation dans mon processus de vieillissement qui commence à partir de l'âge de 45 ans pour le sommeil. Il fait pas exception à la règle. Ben, mon métabolisme met plus de temps à éliminer la caféine, la théine du thé glacé. Et ce qui fait que ben, mon sommeil est impacté. Alors, c'est sûr que j'ai changé des choses parce que, puis là, ben, tu sais, j'ai mon copain, lui, qui prend du café. Puis il est plus âgé que moi, lui, il a 67 ans. Puis lui, ça l'empêche pas de dormir. C'est frustrant des fois de dire, hey, moi, c'est du thé glacé, puis je peux pas en prendre. Alors, c'est d'accepter qui on est, c'est quoi nos besoins quand on se transforme. Puis c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Oui, moi aussi, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais en parlant du café, souvent quand je vais au restaurant et puis que bon, à la fin du repas, on nous propose un café ou un thé ou que les gens prennent du café et puis je les regarde puis je me dis, moi, si je prends ça, c'est impossible de dormir. C'est fini, ma nuit, elle est fichue, ça passe pas. Donc ça, c'est quelque chose que je sais, donc j'évite. Mais au niveau des ajustements par rapport à ce qui contient de la caféine, moi, j'aime beaucoup le chocolat noir. J'ai fait une transition à un moment donné. J'ai délaissé le chocolat au lait, puis je me suis tournée vers le chocolat noir parce que quand on pense aux propriétés du chocolat, ben, elles sont optimales dans le chocolat noir, alors que dans le chocolat au lait, ben, c'est mélangé, c'est dilué. Mais en même temps, ben, je sais aujourd'hui que bon, je peux pas prendre du chocolat noir le soir. Même si c'est juste 3 carreaux de chocolat noir. Il y a de la caféine quand même. Parce que, en parlant de tranche d'âge, moi j'ai 46 ans, donc tu vois que je suis rentrée dans cette phase-là. Et je commence à apprendre à m'ajuster. C'est pas toujours évident parce que on est surtout quand on commence à entrer dans cette phase-là, on est toujours encore avec nos anciennes habitudes et on veut que ça continue de fonctionner comme ça a toujours fonctionné, mais il faut réaliser que ben, le corps il change et il faut, comme tu dis, accepter parce que moi, pour moi, c'est très gros l'acceptation. Je suis en phase d'acceptation de beaucoup de choses par rapport à mon avancée en âge et être capable de s'ajuster puis de se dire mais c'est ok, ça va bien aller, il faut juste que je sache quoi faire, que je trouve les bonnes façons de fonctionner pour moi et puis je vais arriver à améliorer les choses pour moi. Tellement, Donc voilà, j'aime bien ce que tu disais, tellement, oui. c'est ça. Puis je suis une passionnée, moi, de chocolat noir. Et aujourd'hui, je peux pratiquement plus en prendre parce que mon métabolisme est ralenti. Puis ça, c'est moi, Brigitte, là. Il y a des personnes qui prennent de l'âge, puis leur métabolisme ne ralentit pas. Mon copain, son métabolisme est ultra rapide. Il mange 3 gros repas par jour. Et moi, je suis morte là, si je le suis. Là, j'ai plus d'énergie. Là. Et le chocolat noir, c'est rendu. Puis pourtant, comme tu l'as nommé, c'est un aliment. C'est un hyper-aliment qui contient des propriétés extraordinaires. Puis 2 carrés, moi, là, de chocolat noir, là, et sur l'heure du midi, puis ça peut avoir un impact rendu au coucher le soir. Donc vraiment, ton corps est devenu vraiment sensible à la caféine, hein, à ce point-là. Waouh, waouh. Ce sont des ajustements à faire. Oui. Et je me demandais, on a parlé de beaucoup de choses, mais j'ai une question, je me dis, qu'est-ce que les gens ne réalisent pas à propos de l'hygiène du sommeil? Est-ce qu'il y a des choses que les gens font et puis ils réalisent pas que ça peut avoir un impact ou que ça nuit à leur sommeil? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tellement de questions importantes parce que dormir, c'est quoi? Tu te couches, la tête sur l'oreiller, une position que t'aimes, un confort que t'aimes, un environnement adéquat, et tu tombes endormi. C'est un processus tellement naturel, comme respirer, que tu te dis, ben, j'ai pas besoin de considérer quoi que ce soit. Je me couche le soir puis je dors. Mais à un moment donné, ça fonctionne plus. Et cette croyance-là de se dire, parce que c'est un processus naturel, que j'ai absolument rien à faire, que ça va toujours bien fonctionner, ben c'est la première croyance limitante qu'on a. Puis oui, c'est vrai en même temps, OK? J'ai été longtemps, moi, sans regarder comment fonctionnait mon sommeil, mais j'avais des bonnes habitudes à la base, inconscientes, qui étaient là, comme par exemple, me coucher à la même heure et me lever à la même heure, 7 jours sur 7. C'est extrêmement difficile.
J'ai été dormir en laboratoire du sommeil, je te fais une petite parenthèse, où j'ai dû pendant 3 semaines dormir vraiment 7 jours sur 7. C'est incroyable comment ça a amélioré la qualité de mon sommeil. Juste ça, là. Alors, tu sais, si je me dis, OK, dormir, c'est naturel, j'ai pas à m'en préoccuper, oups, je réalise que mon sommeil est de moins bonne qualité et de moins bonne durée aussi. Juste de réajuster mon heure du coucher, mon heure de lever, puis le mettre constant selon mon besoin à moi pendant ne serait-ce qu'une semaine, déjà, il y a des bénéfices. Alors, c'est cette croyance-là qu'on a qu'on peut faire n'importe quoi. Hein, on se sent tellement surhumain des fois et qu'on se dit, ben, c'est pas grave, dormir, ça se fait tout seul, tu te couches puis tu dors. Ben, c'est pas vrai. Alors, faut en prendre soin tout le jour durant. En faisant de l'exercice, en s'alimentant, en allant dehors, OK? Le soleil, c'est important pour réajuster aussi l'horloge interne. Notre horloge interne est sur 25 heures, 25 heures et demie, alors que la planète est sur 24 heures. À tous les matins, on est en décalage horaire, imagine, mais on s'en rend pas compte. Le cerveau, dû à nos yeux, va capter la lumière du jour et va se réajuster. C'est vrai que c'est un processus qui est super bien organisé, mais si je fais pas ce qu'il faut, si je gère pas mes émotions, si je gère pas mes pensées stressantes, si je fais pas d'exercice, si je m'alimente pas bien, si je bois pas assez d'eau, si je prends trop d'alcool, on n'a pas parlé là, mais l'alcool, la caféine, le chocolat, alors tout ça, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, tout ça vient impacter sur le sommeil. C'est sûr que quand je suis jeune, hein, souvent les jeunes, ça prend des boissons énergisantes avec de l'alcool. Écoute, c'est un mix explosif. Non, non, moi, je dors bien. Mhm. À 40 ans, pas certaine. OK? Puis même des fois, c'est bien avant. Alors, on a tendance à surestimer la fonction du sommeil, puis dans la journée, avoir une hygiène de vie qui fait pas de sens pour le sommeil, mais qui fait de sens pour mes plaisirs, puis ben, c'est ça, les plaisirs, puis qu'en fin de compte, ben, j'en paye le prix à un moment donné plus rapidement qu'on pense. Alors, c'est cette pensée-là qui fait que c'est tellement naturel, puis on le voit chez les parents, là. Ils ont des jeunes bébés, puis ben non, ils se frottent les yeux, ils se frottent le nez, les oreilles, il y a des signaux de fatigue, je le couche, il veut pas dormir. Ben non, toi, il fait pas exception à la règle. Il veut avoir du plaisir. Puis dormir, ben, pour la majorité des gens, c'est pas ce qu'il y a de plus plaisant. On dit même que le besoin de dormir, c'est le besoin le plus mal aimé de notre société. C'est lui qu'on met à la fin. Pourtant, il est à la base de tout. Hein, si je veux avoir une bonne digestion, si je veux avoir des bonnes émotions, si je veux avoir du focus, si je veux être performant, si je veux être concentré, si je veux être agréable, si je veux me sentir bien dans mon corps, si je veux être moins souvent malade, hey, c'est de dormir selon mon besoin. Ça va faire toute la différence. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit par rapport au cycle du sommeil, qu'on est plutôt sur 25 heures, des journées de 25 heures plutôt que 24 heures. Donc, et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que justement hier, je regardais Découverte et ils parlaient d'une expérience qui s'est tenue en France. Je sais pas si tu l'as regardé avec Deep Time. Je trouvais ça intéressant, mais tu pourras je pense le revoir si tu le cherches. Je pense sur tout.tv. En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant. Ils ont pris un groupe de personnes, ils les ont mis dans une grotte pendant 40 jours et puis bon, ils ont observé, il y avait toute une équipe de scientifiques qui ont pris des données, qui les ont observées et ils ont constaté que en étant privés de la lumière du jour, puis n'ayant pas de montre, hein, n'ayant pas de moyens, eux, le groupe de voir l'heure, ils ont commencé à fonctionner par cycle et non plus par journée de 24 heures. Et ils ont réalisé qu'au fur et à mesure des jours, le cycle s'est allongé puisqu'il n'y avait plus le repère temporel du soleil et tout ça. Et que au final, quand ils ont atteint les 40 jours, eux, ils avaient fait des cycles au total 30 jours parce que ça s'était allongé avec le temps. Et donc, les nuits aussi, le temps de sommeil s'était allongé. Donc, quand on a ouvert finalement la porte, puis qu'on leur a dit que c'était fini, eux, dans leur tête, ils avaient fait à peu près 30 jours, alors qu'ils venaient de passer 40 jours dans cette C'est grotte-là. ça. Donc, je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est une expérience que j'aime raconter aussi. C'est le fun parce que toi, c'est tout frais, tu l'as écouté. Et ils ont réalisé aussi dans le cours de l'expérience, je pense que c'est au bout de 3 semaines, j'ai pas vu l'émission, mais c'est une donnée, évidemment, quand on est dans le domaine du sommeil qu'on connaît.
qu'au bout de 3 semaines, ils ont commencé à vivre de nuit, et à dormir de jour, parce qu'il y avait aucun point repère de temps visuel. Alors, ils se sont mis à être selon le cycle de l'être humain, qui est pas compatible avec le cycle de la planète, mais de très peu, là, hein. C'est pour ça qu'on à tous les jours, avec la luminosité, on peut, tu sais, réorienter notre horloge interne. C'est pour ça qu'en décalage horaire, hein, souvent le jet lag, les gens vont en Europe, ils reviennent. Puis là, ils disent: «Hey non», ils disent: «C'est 1 heure, c'est 1 journée par heure de décalage». Thèse, là. OK? C'est sûr que si tu es en dette de sommeil quand tu pars, c'est même plus que ça pour récupérer à l'aller ou au retour. Mais quelqu'un qui est en forme, moi, je suis en forme. Dans l'avion, je prends pas d'alcool, je prends pas le petit déjeuner qui me sert à 3 heures du matin parce que mon corps est encore sur l'horaire du Québec, mettons, quand je m'en vais en Europe. Et finalement, mon décalage horaire se règle en 24-48 heures parce que j'enlève mon heure du Québec. OK? Moi, je pars du Québec, je m'en vais en France. J'ai plus l'heure du Québec. Déjà, quand je prends l'avion, je suis à l'heure de là-bas, mais je prends soin pour le premier 24 heures de laisser mon corps sans trop d'alimentation à un rythme qui convient pas. Pendant 24 à 48 heures, je l'ai fait le switch. Et je suis, parce que je suis restée au lit, parce que là, je dormais plus, puis que, mais il faisait noir encore, ou j'étais fatiguée, mais il faisait clair. Donc, j'ai été dormir un petit peu plus tard et on se réajuste très rapidement. Ça, c'est une très bonne idée parce que moi aussi, je fais des fois des voyages vers l'Europe. Je vais en France, je fais Montréal, Paris. Et ça, c'est vraiment le décalage horaire de 6 heures, là. C'est dur sur le système. Et en plus d'aller en Europe, je vais en Afrique parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Et là, c'est un voyage beaucoup plus long. Et donc quand j'arrive, honnêtement, ça me prend plusieurs jours pour que mon système là se remette en place. Mais je me dis effectivement, si déjà avant de partir, je commence à prendre des dispositions pour me mettre à l'heure de ma destination, à ce moment-là, une fois que j'arrive, la transition peut se faire de façon Attention, un peu plus c'est douce, pas je pense. possible, parce que si tu te mets à l'heure d'Europe, juste le 6 heures, là, OK? Quand il est 3 heures le matin chez moi, il est 9 heures en Europe. Ça veut dire qu'il faut que je me lève à 3 heures le matin, mais j'ai pas de soleil, j'ai pas de lumière. Bon, le cerveau ne peut pas s'adapter d'avance. Ça, c'est un piège. Mais par contre, tu peux gérer ta dette de sommeil. Te dire, OK, j'ai un décalage horaire qui s'en vient. Je peux pas le préparer d'avance en me disant, je vais me mettre à l'horaire de là-bas parce que tu vas vivre la nuit, puis ton cerveau va dire, warning, warning, et où la clarté? Pourquoi est-ce que tu es debout? Moi, je t'envoie de la mélatonine, là. Je t'envoie pas du cortisol. Il n'y a pas la lumière qui va avec. Alors, on peut pas se placer comme ça, mais par contre, on peut récupérer la dette de sommeil. Alors, si je pars et que je suis en pleine forme, alors c'est sûr que quand je vais arriver là-bas, le cerveau va dire, oh, écoute, la lumière est plus au même moment. Mon horloge interne ne correspond pas. Lui, le cerveau, là, 48 heures, c'est réglé. Mais si j'ai une dette de sommeil, si je reste accroché à l'heure du Québec, on oublie ça, là. Je mets plus de temps à passer au travers, alors que les enfants, OK, puis c'est validé et vérifié, pas par des recherches scientifiques, mais par ma clientèle, puis elle est assez nombreuse. L'enfant qui part, qui n'est pas en dette de sommeil, lui, au bout de 48 heures, il s'est adapté parce qu'il n'a pas de point repère. Il n'a pas la notion de temps. C'est la notion de temps qui bousille notre perception. OK, et en termes d'alimentation, parce que tu disais que, par exemple, si on te sert du le petit déjeuner dans l'avion, parce que c'est vrai que quand on voyage vers l'Europe et puis qu'on approche de l'atterrissage, on arrive tôt le matin, généralement en Europe, donc on nous sert le petit déjeuner, mais souvent il est 1 heure du matin, heure du Québec, chez nous. Oui, c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on te dit de manger, mais t'as pas faim. Mais si tu manges pas quand tu vas arriver, ben, surtout moi, par exemple, je fais des correspondances, des fois de 6 heures. Mais là, après, c'est que je suis complètement décalée dans mes repas. Attends, tu vas voir. C'est que Oui, c'est vas-y. pas les repas qu'il faut recaler au départ. Faut que tes yeux voient, OK, la clarté de là-bas. Alors oui, tu vas souffrir un petit peu de la faim. OK? Puis au bout de 24, au bout de 48 heures, tu vas avoir repris ton rythme alimentaire. Mais au départ, si tu surcharges ton système, alors que le cerveau, lui, il dit, OK, là, moi, je suis posé dormir parce que généralement, l'horloge interne nous dit que c'est la nuit. Et l'environnement me dit que c'est encore la nuit parce que t'es dans l'avion, puis que t'es pas encore atterri. Alors là, t'atterris, pouf, il fait clair. Là, le cerveau dit, ben voyons donc, toi, comment ça, il fait clair? Alors, lui, il va se réajuster. Et moi, mon rôle à moi, c'est de pas alourdir mon système.
Si j'alourdis mon système, je tire de l'énergie. Si je tire de l'énergie, je baisse mon pourcentage, hein, comme on a vu sur le cellulaire. Et là, je me retrouve avec, c'est sûr qu'on arrive toujours le matin, puis moi, je vais faire une petite sieste. OK, je vais faire vraiment une petite sieste. J'arrive à l'hôtel, il est 1 heure, 2 heures. Je fais une petite sieste. Des fois, je dépasse 1 heure, OK, parce que là, je suis en décalage. Et le soir, je vais me coucher un petit peu plus tôt. OK, vers 20 heures, 21 heures. Le lendemain, c'est sûr que là, je vais faire l'insomnie du matin, là. OK, mais je fais de l'insomnie, je fais du repos passif. Je reste au lit sans rien, là, OK? Sans ordinateur, sans téléphone, sans livre, sans parler à un partenaire. Et je me lève à mon heure habituelle à 7 heures de l'heure de là où je suis. Et puis là, le cerveau, il dit, ah, OK, je comprends, là. Je comprends. Puis là, en 48 heures, lui, avec la noirceur, la clarté, et là, je reprends mes repas dès le jour 2, si tu veux que tu arrives là-bas, avec un rythme à ton rythme à toi, donc à l'horaire de là-bas, mais que tu avais au Québec. Donc, ton déjeuner à 7 heures, ton repas du midi à 11 heures, à midi, puis ton repas le soir autour de 18h30, comme pour toi, puis tu vois, ton système se remet assez rapidement. Mais oui, le premier 24 heures, la priorité n'est pas l'alimentation. À réguler l'alimentation, c'est réguler le cycle circadien qui, lui, dit, hey, on est-tu le jour ou la nuit? Là, je suis un peu perdu. Oui, vraiment, c'est vraiment ça, hein. On est un peu perdu parce que surtout, j'aime bien quand tu disais que tu regardes pas l'heure parce que moi je fais ça et en plus sur mon cellulaire, là j'ai l'heure du Québec, puis là j'ai l'heure de ma destination, puis là je regarde, puis je... Non, oui, voilà. Je pense que c'est pas une bonne idée. Je devrais arrêter de regarder l'heure pour aider mon cycle C'est circadien. ça, c'est ça. Écoute, j'étais aux îles de la Madeleine cet été. C'est 1 heure de décalage, OK? Mon copain, je pense, ça y a, tu sais, on n'est pas arrivé directement aux îles, on était en motorisé, donc on a passé par le Nouveau-Brunswick. Déjà, au Nouveau-Brunswick, là, ton heure est changée parce que c'est les maritimes. Puis là, on a fait l'île du Prince-Édouard, puis après ça, les îles de la Madeleine. Et puis moi, je suis restée à l'heure du Québec parce que je travaillais encore. Donc, je devais pas me fier à l'horloge, mais plus à mon ordinateur qui était pas placé. Puis là, mon copain, il disait, mais comment tu fais? Moi, je suis déjà tout mêlé, mais hey, 1 heure, moi, ça passe inaperçu, là. Puis une fois rendu là-bas, OK, à son insu, OK, j'ai placé l'heure à l'heure des maritimes. Et là, lui, il était resté à l'heure du Québec. Puis là, il regardait l'heure, il a dit non, non, il dit là, c'est pas là. Non, 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 mon amour, ça, c'est l'heure à laquelle on est présentement. Ça lui a pris du temps à s'adapter parce qu'il regardait trop l'heure. Puis ça, c'est un truc, là, parce qu'on n'a pas donné encore, puis je me rappelle pas si c'était une question là-dessus, mais c'est quoi les trucs qu'on fait quand on veut dormir puis qu'on dort pas au lieu de se mettre de la pression? T'avais-tu une question comme ça à me poser, Corinne? Ben justement, c'est la dernière question, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'on doit considérer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement avoir un Et meilleur ça, sommeil? c'est l'enjeu majeur. Alors, il y a des études qui ont été réalisées là-dessus, puis il y a une façon de faire qu'on reconnaît comme étant la meilleure façon de faire pour, c'est le soir, j'arrive pas à m'endormir, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que si je me couche trop tôt, hein, ça, c'est la tendance des gens qui sont fatigués à se coucher trop tôt le soir, c'est pas une bonne idée. Couche-toi à ton heure normale. Oui, tu vas être plus fatigué. Déjà, juste ça, ça va t'aider à t'endormir. Alors, c'est la respiration consciente. C'est le truc numéro un. Mais qui dit respiration consciente dit pas compter les moutons, là. Hein, le cerveau s'endort d'en avant, en arrière. Alors, mon reptilien est en arrière. C'est lui qui gère le sommeil, là. OK? C'est un processus qui est naturel. Alors, si je me mets à compter les moutons, un mouton, deux moutons, trois moutons, je demande à mon cerveau d'être en éveil. C'est le centre de l'éveil qui gagne sur le centre du sommeil. Alors, on compte pas. Mais ce qui est important, c'est d'inspirer. On peut mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre, OK, pour bien sentir. Puis on va inspirer. On peut monter la poitrine, mais on va surtout monter le ventre, les yeux fermés, étendus, douillet dans ton lit. Tu sais, moi, tout compte, là, la couleur de mes draps, puis les bas dans mes pieds, puis mon oreiller bien placé, puis la texture de mes couvertures, puis le cadre sur le mur, puis la fenêtre entrouverte, puis les rideaux. Tu sais, mon sommeil, c'est pas juste dormir, c'est tout un environnement. Alors, tu sais, c'est important d'avoir ça. Et là, si ma respiration, j'ai les yeux fermés et que j'inspire par le nez et que j'expire plus longuement, sans compter par le nez aussi, ou la bouche, hein, si jamais c'est plus difficile, j'amène une détente. C'est dans l'expiration que la détente est.
Alors, j'ai pas besoin de compter 4 temps puis 8 temps parce que je vais demander à mon cerveau, hein, d'être présent. Puis là, lui, il dit, ben là, tu me demandes d'être présent. Je peux pas mettre le centre du sommeil. Tu demandes le centre de l'éveil parce que tu comptes. Puis là, je suis rendue à 22. Ah oui, 23, 21. Non, non, je t'ai rendu à 24. Écoute, ça t'empêche de t'endormir, là. Alors, c'est important, la respiration consciente. Alors, un autre truc, c'est chanter un mantra. Alors, les gens qui méditent, hein, un mantra, c'est un son que les gens qui méditent vont chanter. Puis là, on rentre pas dans la méditation, c'est pas ça mon but. C'est que ceux qui méditent, leur plus grand défi, c'est de pas tomber endormi. On peut-tu récupérer le mantra, nous autres, pour tomber endormi? Hein, on veut pas méditer, on veut s'endormir. Alors, un mantra, c'est un son que mon cerveau ne reconnaît pas. On connaît le fameux Aum, là. Aum. Moi, ça fait vibrer mes lèvres, OK? Puis ça me fait m'empêcher, OK, de me détendre. Moi, j'aime le son U, H-U. Ça se prononce. Tu prends une bonne inspiration, ça fait comme ceci. Pendant ce temps-là, Corinne, là, j'avais pas de pensée dans ma tête. C'était le silence. Alors, de chanter un mantra, là, je l'ai fait à l'extérieur pour que vous m'entendiez, puis ceux qui nous voient, pour qu'ils puissent nous voir. Si tu dors avec quelqu'un, c'est sûr qu'il va dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du bruit, je peux pas dormir. On peut le chanter intérieurement. OK? Alors, si je choisis un mantra, mon copain s'appelle Sylvain, puis que là, je chante, je prends une bonne inspiration. Sylvain. Jusqu'à temps que j'ai plus de souffle. Puis que là, je me suis chicanée avec lui avant d'aller me coucher. Là, je suis stressée, en colère, je vais pas tomber endormie. Alors, de là, l'importance de choisir un mantra qui est un son que le cerveau ne reconnaît pas. Il y a des gens qui veulent pas du son you, ils veulent pas du son aum. Ben, ils vont chanter les voyelles. Mais il faut pas que tu les cherches, là. Il faut que tu les connaisses par cœur. Alors, il prend une bonne inspiration. Ah, oh. J'ai été jusqu'au bout de ma respiration. Alors, il y a ces deux façons-là. Mais les deux vont avec la respiration. Là, ils sont là. Mais combien de temps je fais ça? Jusqu'à temps que ton cadran sonne. Et surtout, tourne le cadran. OK? Moi, j'ai pas un cadran tourné, mais j'ai un linge sur mon cadran qui est agencé à la couleur de ma chambre. Sinon, je dors pas bien. OK? Ça, c'est moi, ça. Alors, et si, bon, j'ai un contrat, je dois me lever plus tôt. Moi, je n'ai pas de réveil matin. Je me réveille de façon spontanée parce que je dors suffisamment, parce que je suis à mon compte, que je suis en télétravail, ça aide, disons-le. Mais si à un moment donné, je veux voir, je fais une expérience quelconque, je veux voir quelle heure il est, je lève. Je ne peux pas de façon inopportune tomber sur l'heure et là me dire, oh mon Dieu, je dors pas encore. Ou, oh, il me reste juste 30 minutes à dormir. Et là, ta pensée part, parce que c'est ça le problème, hein? C'est notre discours intérieur, c'est tout le stress que ça occasionne. Et là, finalement, ben, tu t'endors pas parce que tu es rendu dans ta journée, dans la semaine qui vient, dans le voyage que tu prépares. Ça peut être un stress positif aussi, pas juste des stress négatifs. Alors, si j'utilise la respiration consciente, j'inspire et j'expire plus longuement sans compter, ou hein, si mon petit rat mental n'arrête pas, que je chante un mantra, soit à voix haute, soit à l'intérieur de moi. Moi, ça m'en prend trois, là. OK? Moi, je me sens m'endormir, là, OK? Ma respiration change, là. Ma respiration thoracique tombe directement, naturellement au ventre. Je le sais que dans 3-4 secondes, je vais tomber endormi. Je regarde pas l'heure, c'est sûr, là, OK? Sinon, ça me réveille. Je me sens m'endormir. Trois, j'en ai assez. Pourquoi? Parce que je pratique. Parce que je suis une femme, même si je sais dormir, même si je connais tout, je suis une femme qui vit des moments de stress. Je suis une femme qui est bousculée sur le plan émotif. Je suis une femme qui a parfois qui est ménopausée depuis 10 ans. Donc, qui hormonalement a perdu certaines hormones qui vont plus jamais être là. Alors que je dois réapprendre à dormir. Donc, est-ce que j'ai un bon sommeil tout le temps? Ben non, je suis un être humain. Alors, ces trucs-là me sauvent la vie. Hey, ce matin, là, moi, j'ai fait de l'insomnie. À 5 heures, je t'ai réveillée et je savais qu'on avait notre entrevue. J'étais excitée. Puis là, j'ai d'autres projets. Hey, c'est un stress positif.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée puis j'ai couru? Ben non. J'ai fait du repos passif dans mon lit avec des respirations pour, je me suis pas rendormie, pour être capable de me détendre. Puis rendu à un moment donné, j'ai regardé l'heure, j'ai levé ma petite serviette et j'ai vu qu'il était 6h30. Je me lève à 7 heures d'habitude. Je me suis dit, bon, c'est correct, là, je me lève. C'est super ça. Moi, je vais certainement tourner mon réveil, mon cadran, parce que quand je me réveille à 2 heures ou 3 heures du matin, que j'arrive pas à me rendormir, ça me stresse de voir l'heure. Je pense que ça ne m'aide pas. Et je vais essayer aussi les voyelles, les respirations avec les voyelles. J'ai envie d'essayer ça. Alors, je vais tenter l'expérience. Et puis, comme tu dis, il faut de la pratique hein, quand on essaye d'intégrer une nouvelle habitude de sommeil. Donc, il faut de la répétition. Alors, je vais me mettre à la tâche et observer les améliorations. En tout cas, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, Brigitte, et j'espère que vous qui nous suivez aussi, vous avez appris. Je vous invite vraiment à vous procurer le livre de Brigitte. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Oui, voilà, mieux dormir, j'en rêve. Surtout aller l'acheter. Et Brigitte aussi, je sais que tu as un podcast qui s'appelle SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Alors, ça va permettre aussi d'avoir un peu plus d'informations sur le sommeil. Est-ce que tu veux nous en parler un Oui, petit oui, peu, écoute, c'est Brigitte, mon de dernier ton bébé podcast? d'ailleurs qui m'excite tellement. Et c'est que je le fais pas tout seul. Je le fais avec ma fille qui a 32 ans. Et ça s'adresse surtout aux parents, là, aux parents des enfants 0-5 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma fille, elle a pas d'enfant. Alors, elle s'occupe du côté, elle est coach relationnel. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de problème de sommeil avec les enfants. Il y a qu'une relation parfois qui est méconnue, qui est pas bien installée, qui fait que le sommeil est difficile. Puis des fois, le parent a juste à changer sa façon d'être ou à percevoir qui est son enfant au-delà d'une stratégie, puis tout change. Et on parle du sommeil de l'adulte aussi en même temps. Donc, ma fille, curieuse, me pose des questions, on fait des parallèles avec le sommeil de l'adulte, le sommeil de l'enfant. Alors, écoute, c'est rempli de légèreté, d'humour, puis d'informations juste qui nous permet de faire un pas de plus pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Bon, ben voilà. Alors, je vous invite tous à aller visiter le podcast de Brigitte, disponible sur toutes les plateformes hein, de podcast. Alors, encore merci Brigitte d'avoir accepté mon invitation. Je suis certaine que tout le monde a appris. Vous qui nous suivez, ben, partagez cet épisode pour pouvoir aider des personnes aussi qui ont besoin d'apprendre comme nous avons appris. Donc voilà, j'ai été contente de votre présence et on se retrouve bientôt. Alors, je vous souhaite de passer de bons moments, un bon sommeil surtout, hein. Essayez de mettre en pratique ce qu'on a appris aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve dans pas très longtemps. Alors voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand vous nous prenez. Et à la prochaine. Bye. Bye.